Je m'appelle Élise Moreau, une femme de 38 ans qui navigue dans les rues animées de Paris comme si la ville elle-même était une extension de mon existence. Mon quotidien, vu de l'extérieur, respire la perfection, un appartement haussmannien niché au cœur du Marais, avec ses hauts plafonds moulurés, ses parquets craquant sous les pas et ses fenêtres qui s'ouvrent sur des ruelles pavées où les artistes de rue esquissent des portraits au fusain. C'est là que je vis avec Antoine, mon mari, un entrepreneur ambitieux dont le charisme illumine les salons mondains comme un phare dans la nuit. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, à l'université, lors d'un séminaire sur l'économie internationale. Ses yeux verts, pétillants d'intelligence, m'ont captivé dès le premier regard. Notre mariage a suivi rapidement, une cérémonie intime à la mairie du 4e arrondissement, suivie d'une réception dans un jardin caché où le champagne coulait à flots et où les rires masquaient déjà, peut-être, les premières ombres. Professionnellement, je suis consultante en finance au sein de l'entreprise qu'Antoine a fondée, une société de conseil en investissement qui a connu une croissance fulgurante ces dernières années. Je gère les comptes clients avec une précision chirurgicale, analysant des bilans complexes, négociant des contrats avec des investisseurs étrangers et présentant des rapports qui font souvent l'objet d'éloges lors des réunions du conseil. Antoine, lui, dirige les opérations d'une main de fer, orchestrant les stratégies globales avec une assurance qui frise l'arrogance. Notre vie familiale est rythmée par des dîners mondains dans des restaurants étoilés comme le Meurice, où nous discutons affaires avec des banquiers et des politiciens, ou par des week-ends à Deauville, où les vagues de l'océan Atlantique viennent lécher les plages tandis que nous sirotons du Calvados en terrasse. Ces escapades semblent idylliques, promenade main dans la main le long de la promenade des Planches, rire complice devant les villas Belle Époque, et ces moments où Antoine me murmure des promesses d'avenir radieux. Mais sous cette façade de normalité, une tension sournoise s'installe, insidieuse comme la brume qui monte de la Seine les matins d'automne. Antoine commence à critiquer mes choix vestimentaires avec une subtilité qui me déconcerte. Cette robe est trop voyante pour une réunion d'affaires, Élise. Tu devrais opter pour quelque chose de plus professionnel, dit-il un matin, en ajustant sa cravate devant le miroir de notre salle de bain au carreau art déco. Son ton est léger, presque taquin, mais ses yeux trahissent une pointe de mépris. Je hausse les épaules, choisissant une tenue plus sobre pour éviter le conflit, mais intérieurement, une petite graine de doute germe. Pourquoi ces remarques? N'ai-je pas toujours été à la hauteur? Mes amis subissent le même traitement, ils les qualifient de « distractions inutiles », annulant des invitations à des expositions au Louvre ou à des concerts à la Philharmonie sous prétexte de fatigue accumulée. Tes copines sont charmantes, mais elles ne comprennent rien aux affaires. Passe plus de temps avec mes associés, suggère-t-il, son sourire condescendant illuminant son visage rasé de près. Même au bureau, ses critiques s'insinuent. Lors d'une réunion récente avec un client suisse, j'ai proposé une stratégie d'optimisation fiscale innovante, basée sur des analyses que j'avais menées tard dans la nuit. Antoine m'a interrompu d'un geste de la main, Élise est trop émotive pour les affaires. Laissez-moi reformuler cela de manière plus rationnelle. Les rires étouffés des collègues m'ont transpercé comme des aiguilles, mais j'ai souri, feignant l'indifférence. Je l'attribue au stress de l'entreprise qui grandit, les contrats s'enchaînent, les employés affluent, et Antoine porte le poids de tout cela sur ses épaules. Pourtant, je sens un malaise grandir, un nœud au creux de l'estomac qui ne se dénoue pas. Ces appels tardifs, ces conversations murmurées dans le salon alors que je prépare le dîner, ces absences inexpliquées, une réunion imprévue avec un investisseur, dit-il en rentrant à minuit, son col de chemise froissé et une odeur de parfum féminin flottant dans l'air. Je me convainc que c'est passager, que le tourbillon des affaires le rend distant. Mes journées sont remplies de rapports financiers, des colonnes de chiffres qui dansent sur l'écran de mon ordinateur portable, des graphiques que je peaufine jusqu'à la perfection, des réunions où je brille par ma perspicacité, attirant les compliments des clients. Vous avez un œil exceptionnel pour les détails, Madame Moreau, m'a dit un banquier la semaine dernière, et j'ai rougi de plaisir. Mais Antoine semble de plus en plus distant, ses compliments se raréfiant comme les feuilles qui tombent des marronniers du boulevard Saint-Germain. Un soir, rentrant tard d'une journée épuisante, il jette un regard dédaigneux sur le dîner que j'ai préparé avec soin, un coq au vin mijoté pendant des heures, accompagné d'une salade de mesclun fraîche du marché de la rue de Bussy. Pourquoi tu perds ton temps avec ça? Concentre-toi sur le travail. On pourrait commander chez le traiteur. Ces mots piquent comme une épine, mais je souris, masquant ma blessure derrière un masque de complaisance. Bien sûr,
chérie. Je pensais juste que ça te ferait plaisir. Intérieurement, une petite voix murmure, est-ce normal? Cette voix, faible au début, gagne en volume à mesure que les jours passent. Je me surprends à fixer le plafond de notre chambre la nuit, écoutant la respiration régulière d'Antoine à mes côtés, me demandant si cette vie est vraiment la mienne. La tension monte subtilement, comme un orage qui s'approche sans bruit, les nuages s'amoncelant au loin sans que l'on s'en aperçoive immédiatement. Les fissures dans notre relation s'élargissent, un regard évité, une caresse absente, un silence qui s'étire comme les ombres du crépuscule sur les toits de zinc. Je me sens piégée dans ce rôle d'épouse parfaite, celle qui sourit au dîner, qui excelle au bureau, qui ignore les signes avant-coureurs. Mais au fond de moi, une tempête couve, prête à éclater. Paris, avec ses lumières scintillantes et ses secrets enfouis, devient le décor de cette dualité, beauté en surface, tourment en profondeur. Chaque matin, en traversant le pont Neuf pour me rendre au bureau, je contemple la Seine qui coule imperturbable, emportant avec elle les déchets de la ville. Est-ce ainsi que ma vie s'écoule? Je respire l'air chargé de l'odeur des croissants frais des boulangeries avoisinantes, et pour un instant, je m'évade. Mais la réalité me rattrape vite, Antoine m'attend avec un nouveau projet, une nouvelle critique voilée. Hier, il a remis en question mon amitié avec Sophie, une ancienne camarade d'université qui m'invite souvent à des ateliers de yoga. Elle te remplit la tête d'idées farfelues. Concentre-toi sur nous, sur l'entreprise. Son ton possessif me glace, mais je acquiesce, évitant le conflit. Pourtant, lors de nos week-ends à Deauville, alors que nous marchons sur la plage, les vagues déferlant à nos pieds, je sens son emprise se resserrer. Il commente mes lectures, ce roman est trop sentimental pour toi, ou mes rêves d'ouvrir une branche philanthropique de l'entreprise. Restons réalistes, Élise. La normalité cache une tension croissante, un fil tendu qui menace de rompre. Je me surprends à chercher des signes dans les petites choses, un message effacé sur son téléphone, une facture inhabituelle pour un hôtel à Cannes où il prétend avoir été seul pour affaires. Je chasse ces pensées, me convainquant que c'est la paranoïa qui parle. Mais la voix intérieure persiste, et si ce n'était pas passager? Et si cette vie, si parfaite en apparence, était une prison dorée? Les rues de Paris, avec leurs cafés bondés et leurs passants pressés, me renvoient mon reflet dans les vitrines, une femme élégante, mais aux yeux hantés par un doute grandissant. L'orage approche, silencieux, inéluctable. Les signes commencent à s'accumuler, insidieux comme les ombres qui s'allongent dans les ruelles étroites du Marais au crépuscule. C'est un matin ordinaire, ou du moins le paraît-il, lorsque je me rends au bureau, un café à emporter de chez Angelina encore fumant dans ma main. L'air printanier de Paris porte l'odeur des lilas en fleurs, et les vélos filent sur les pistes cyclables du boulevard Sébastopol. Notre entreprise occupe un étage entier d'un immeuble moderne près de la Bourse, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur les toits de la ville. J'arrive tôt, comme à mon habitude, pour finaliser une réunion cruciale avec un client important, un fonds d'investissement suisse intéressé par une fusion-acquisition. J'ai passé des nuits blanches à peaufiner le dossier, des projections financières détaillées, des analyses de risques modélisées sur Excel, des graphiques impeccables qui démontrent la viabilité du projet. Mon bureau, décoré de photos de nos voyages Antoine et moi à Venise, souriant sous un pont des soupirs est un havre de concentration. Mais lorsqu'Antoine entre, son costume sur mesure impeccablement ajusté, son parfum boisé envahissant l'espace, tout bascule subtilement. Il jette un œil sur mon écran, ses sourcils se fronçant légèrement. Élise, cette réunion avec les Suisses, je vais m'en occuper moi-même. Sa voix est ferme, sans appel. Je lève les yeux, surprise. Mais Antoine, j'ai préparé tout le dossier. J'ai même simulé des scénarios alternatifs basés sur les fluctuations du marché. Il pose une main sur mon épaule, un geste qui se veut rassurant mais qui me fait frissonner. Je sais, chérie, mais tu n'es pas prête pour ça. C'est un gros poisson, il faut quelqu'un d'expérience. Son ton est paternaliste, comme si j'étais une enfant jouant aux adultes. Blessée, je proteste doucement, ma voix tremblant à peine, j'ai travaillé des heures sur ce dossier, des nuits entières. Je connais les chiffres par cœur. Il hausse les épaules, un sourire condescendant aux lèvres, c'est pour ton bien, Élise. Tu es brillante, mais parfois trop impliquée émotionnellement. Laisse-moi gérer. Il tourne les talons,
emportant avec lui non seulement la réunion, mais aussi un morceau de ma confiance. Plus tard dans la journée, lors de la présentation générale à l'équipe, je découvre l'étendue de la trahison naissante. Antoine expose mes idées. Comme si elles étaient les siennes. Voici une stratégie innovante pour minimiser les risques fiscaux, dit-il en projetant mes graphiques sur l'écran géant de la salle de conférence. Les collègues hochent la tête, impressionnés, murmurant des compliments à son égard. Personne ne mentionne mon nom. Je reste assise au fond, les poings serrés sous la table en verre, sentant la chaleur monter à mes joues. Une collègue, Marie, me jette un regard compatissant, mais elle se tait, craignant sans doute les représailles. Antoine conclut avec panache, c'est ce genre de vision qui propulse notre entreprise vers les sommets. Applaudissements. Intérieurement, je bouillonne. Comment ose-t-il ? Mais je souris, feignant l'approbation, car dans ce monde des affaires parisiens, où les alliances se font et se défont autour d'un espresso, montrer sa vulnérabilité est une faiblesse impardonnable. À la maison, les choses empirent, se muant en un contrôle insidieux qui s'infiltre dans chaque recoin de notre vie. Notre appartement, avec ses meubles design scandinaves et ses œuvres d'art contemporain accrochées au mur blanc, devient le théâtre de ses manipulations financières. Antoine a toujours géré nos comptes communs, mais dernièrement, il étend son emprise à mon compte personnel, héritage de mes parents. Un soir, en vérifiant mes relevés bancaires sur mon ordinateur portable, assis sur le canapé en cuir italien face à la cheminée factice, je remarque des transferts inhabituels, des sommes rondelettes de mon compte vers le sien, étiquetées comme « optimisation fiscale ». Je l'interroge lors du dîner, un plat de saumon grillé que j'ai préparé avec des herbes du marché d'Aligre. « Antoine, pourquoi ces virements ? C'est mon argent personnel. » Il pose sa fourchette, ses yeux verts plongeant dans les miens avec une assurance déconcertante. « C'est pour nous deux, Élise. En tant que couple marié, on peut optimiser nos impôts en regroupant les actifs. Tu me fais confiance, non ? » Son sourire est charmeur, mais je sens un froid s'installer. « Bien sûr, mais j'aimerais être consulté. » Il rit doucement, « Ne t'inquiète pas avec ces détails. Concentre-toi sur ton travail. » Pourtant, les factures suspectes s'accumulent comme des preuves accablantes dans un roman policier. Des restaurants chics comme le Jules Verne, au sommet de la Tour Eiffel, où je n'ai pas mis les pieds depuis des mois, des additions pour deux, avec des bouteilles de vin millésimées que nous n'avons pas partagées. Des achats chez des joailliers de la place Vendôme, des cadeaux enveloppés dans du papier doré que je n'ai jamais reçu. Un bouquet de roses rouges arrive même un jour à la maison, adressé à « ma chère », mais Antoine jure que c'est une erreur de livraison. Probablement pour la voisine, dit-il en les jetant négligemment dans la poubelle de la cuisine. Mon cœur se serre à chaque découverte, mais je me tais, attribuant cela à des erreurs administratives ou à son stress croissant. Puis vient le soir fatidique, où le voile se déchire un peu plus. Nous sommes dans le salon, la télévision murmurant un reportage sur Arte en fond sonore, les lumières tamisées des lampes halogènes projetant des ombres dansantes sur les murs. Antoine est allongé sur le canapé, son téléphone posé sur la table basse en marbre. Il vibre soudain, un son discret mais insistant. Par accident ou est-ce l'instinct ? Je jette un œil à l'écran allumé. Un message s'affiche, « À ce soir, mon amour. » Claire. Mon cœur manque un battement, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Claire ? La comptable qu'il a embauchée récemment, une femme aux cheveux auburn et au rire cristallin que j'ai croisée lors d'une soirée d'entreprise au Shangri-La. Je saisis le téléphone, les mains tremblantes. Antoine, qui est Claire ? Et ce message ? Il se redresse vivement, arrachant l'appareil de mes doigts. Juste une collègue comptable, Élise. On discute d'un dossier urgent. Tu es paranoïaque, vraiment. Il rit, un rire forcé qui sonne faux dans le silence de la pièce. Ses yeux fuient les miens, se posant sur la fenêtre où les lumières de la Tour Eiffel clignotent au loin. Paranoïaque ? Ce message dit « Mon amour ». Ma voix monte, mais il hausse les épaules, c'est une blague entre collègues. Détends-toi. Je ravale mes larmes, sentant une vague de nausée m'envahir. Me sentant petite, manipulée, comme une marionnette dont il tire les ficelles avec une habileté cruelle. Intérieurement, la trahison germe, une graine amère qui pousse dans les recoins sombres de mon esprit.
Son comportement contrôleur n'est pas de l'amour, mais une cage dorée, ornée de promesses vides et de mensonges polis. Je commence à douter de moi, de notre relation tout entière. Étais-je si naïve? Les nuits deviennent agitées, je fixe le plafond voûté de notre chambre, revivant ces mots blessants, les échos de ces rires condescendants résonnant dans ma tête comme un écho persistant. La lune filtre à travers les rideaux en lin, projetant des motifs fantomatiques sur les draps. Antoine dort paisiblement à mes côtés, ignorant ou feignant d'ignorer le tourment qui me ronge. Je me tourne et me retourne, imaginant des scénarios, des dîners clandestins dans des brasseries cachées de Saint-Germain-des-Prés, des escapades à l'hôtel Coste où les amants se retrouvent en secret point et la tension s'intensifie, un crescendo subtil qui envahit mes journées. Au bureau, je scrute ces interactions avec Claire, un regard complice lors d'une pause café, un rire partagé près de la machine à expresso. À la maison, je surveille ses absences, notant mentalement les heures tardives où il rentre, son col imprégné d'un parfum floral qui n'est pas le mien. Mais je reste silencieuse, espérant que cela passe, que ce ne soit qu'une phase passagère due à la pression des affaires. Paris, avec ses boulevards animés et ses cafés où les amoureux s'embrassent sans retenue, devient un miroir cruel de ma solitude croissante. Je marche seule le long du canal Saint-Martin, observant les couples enlacés sur les ponts, me demandant si notre amour n'était qu'une illusion. La trahison, encore naissante, s'enracine profondément, et je sens que le point de non-retour approche, inexorable comme la marée montante de la Seine lors des crues printanières. Pourtant, une partie de moi s'accroche à l'espoir. Peut-être est-ce une erreur, un malentendu. Je me remémore nos débuts, les promenades main dans la main au jardin des Tuileries, les baisers volés sous la pluie battante des Champs-Élysées. Était-ce réel? Ou n'étais-je qu'un accessoire dans son ascension sociale? Les questions tourbillonnent, me maintenant éveillée jusqu'aux petites heures, où les bruits de la ville s'estompent enfin. La cage se resserre, mais une étincelle de rébellion naît au fond de moi, faible encore, mais prête à s'embraser. Le point culminant arrive lors d'une réunion avec des associés, un événement que j'attendais avec un mélange d'excitation et d'appréhension diffuse. L'entreprise, valorisée à 3 millions d'euros après des années de croissance accélérée, fait un contrat majeur avec un consortium international, une victoire qui propulse nos ambitions vers de nouveaux horizons. Les bureaux, situés dans un immeuble haussmannien rénové près de la place de la Concorde, bourdonnent d'activité ce jour-là. Les couloirs aux murs blancs ornés de tableaux abstraits résonnent des pas pressés des employés, et l'air est chargé de l'odeur du café fraîchement moulu et des parfums coûteux. Antoine m'a demandé, la veille au soir, d'apporter mon contrat de travail pour une mise à jour administrative. Rien de grave, chérie, juste une formalité pour optimiser nos déclarations fiscales, m'a-t-il dit avec son sourire habituel, celui qui masque si bien ses intentions. J'ai acquiescé, rangeant le document dans mon sac Hermès, un cadeau qu'il m'avait offert pour notre anniversaire de mariage, sans me douter que ce geste anodin serait le déclencheur d'une tempête. Le matin de la réunion, Paris s'éveille sous un ciel gris perle, typique de l'automne, avec une brise fraîche qui fait tourbillonner les feuilles mortes sur les trottoirs du faubourg Saint-Honoré. Je m'habille avec soin, une jupe crayon noire, un chemisier en soie blanche et des escarpins loup-boutin qui claquent avec assurance sur le marbre du hall d'entrée. En métro, ligne bondée de Parisiens pressés, je répète mentalement mon intervention sur les projections financières du nouveau contrat. J'arrive au bureau avec un quart d'heure d'avance, saluant les secrétaires qui préparent la salle de conférence. La pièce est impressionnante, une table ovale en chêne poli, entourée de chaises ergonomiques en cuir, des écrans plasma au mur diffusant des graphiques en temps réel, et une vue panoramique sur les jardins des Tuileries où les joggeurs matinaux tracent leurs sillons. Les associés arrivent un à un, cet homme d'affaires en costume impeccable, des Brioni et des Tom Ford taillés sur mesure, avec des cravates en soie nouées à la perfection et des montres Rolex qui brillent sous les spots LED. Ce sont des investisseurs chevronnés, venus de Lyon, de Genève et de Londres, leurs visages burinés par des années de négociations âpres, leurs regards aiguisés comme des lames. Antoine préside la réunion avec son charisme habituel, debout au bout de la table, sa voix résonnant avec autorité tandis qu'il expose les détails du contrat. Messieurs, ce partenariat avec le groupe asiatique nous ouvre les portes d'un marché de milliards. Grâce à nos stratégies innovantes, nous prévoyons une croissance de 40% l'an prochain. Les applaudissements fusent, et on sert du champagne dans des flûtes en cristal, l'effervescence des bulles miroirs de l'euphorie générale. Claire est là,
la comptable aux cheveux auburn cascadant sur ses épaules, vêtue d'une robe moulante rouge qui attire les regards. Elle se tient près d'Antoine, son bloc-notes à la main, mais ses yeux pétillent d'une complicité que je ne peux plus ignorer. J'ai apporté mon contrat comme demandé, le posant sur la table avec un sourire poli. Antoine le saisit soudain, ses doigts se crispant sur le papier crème, et dans un geste théâtral qui fige l'assemblée, il le déchire en deux, puis en quatre, les morceaux voltigeant comme des confettis macabres sur la surface polie. Ma femme démissionne. Elle me coûte trop cher en impôts, hurle-t-il, sa voix tonitruante emplissant la salle, un sourire triomphant étirant ses lèvres fines. Le temps semble s'arrêter. Les bulles du champagne cessent de pétiller dans mon esprit, le bruit des voitures au dehors s'estompe. La salle se fige en un tableau surréaliste, les associés se raidissent sur leurs sièges, leurs expressions passant de la surprise à un malaise palpable. Claire, sa complice évidente, celle dont les messages intimes encore mes nuits ricanent d'un rire aigu, perçant, je vais maintenant optimiser VOS Finance, messieurs. Plus de dépenses inutiles. Son ton est moqueur, venimeux, comme si elle savourait chaque syllabe. Les regards se tournent vers moi, un à un, comme des projecteurs accusateurs, pitié dans les yeux du plus âgé, un banquier genevois aux tempes grisonnantes, amusement voilé chez un jeune loup de la finance londonien, qui étouffe un sourire derrière sa main, et un silence assourdissant, plus lourd que n'importe quel cri, qui enveloppe la pièce comme un suaire point mon visage brûle, une chaleur intense qui monte de ma poitrine jusqu'à mes joues, comme si on m'avait giflé avec un fer rouge. Mon cœur bat à la chamade, un tambour frénétique dans ma cage thoracique, menaçant d'exploser. Humilié, je sens les larmes monter, piquant au coin de mes yeux, mais je les retiens avec une force que je ne me connaissais pas, serrant les dents jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. Comment en est-on arrivé là? Devant ces hommes, ces étrangères qui jugent en silence, je me sens nue, exposée, réduite à une ligne sur un bilan comptable. Antoine, sans un regard pour moi, claque la porte de son bureau adjacent, un bruit sec comme un coup de feu, et lance par-dessus son épaule: tu te débrouilles, Élise. Tu toucheras le chômage. Sa voix est froide, détachée, comme s'il congédiait une employée lambda et non l'épouse qui a partagé son lit pendant 10 ans. Je me lève lentement, mes jambes tremblantes sous la table, et réponds calmement, sans émotion apparente, ma voix à un murmure contrôlé qui masque le chaos intérieur: comme tu veux, mon chéri. Les mots sortent mécaniquement, un bouclier contre l'effondrement. En sortant de la salle, les murmures me suivent comme des couteaux affûtés, s'enfonçant dans mon dos. Pauvre femme, quelle scène, il est impitoyable en affaires. Je traverse le couloir, tête haute, mais chaque pas est une épreuve, mes escarpins claquant comme des accusateurs sur le sol carrelé. L'ascenseur descend dans un silence oppressant, et lorsque les portes s'ouvrent sur le hall, je m'élance dehors, dans la rue où le vent froid de Paris fouette mon visage, emportant avec lui les premières larmes que je ne peux plus retenir point intérieurement, un ouragan rage, trahison, manipulation, tout s'éclaire dans un flash aveuglant. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Les pièces du puzzle s'assemblent brutalement, les critiques voilées, les transferts financiers suspects, les messages de Claire, tout menait à ce moment, une mise en scène calculée pour m'évincer, me dépouiller de mon rôle, de ma dignité. Mes pas mènent machinalement vers la Seine, le fleuve éternel qui coule indifférent aux drames humains. Les quais sont animés, des touristes posant pour des selfies devant les bouquinistes, des cyclistes filant le long des berges, l'odeur de l'eau boueuse mêlée à celle des châtaignes grillées vendues par un marchand ambulant. Je m'effondre sur un banc en fer forgé, froid contre mes cuisses, et ferme les yeux, revivant la scène en boucle, le déchirement du papier, le rire de Claire, les regards qui percent. La honte me submerge comme une vague déferlante, m'étouffant, me noyant dans un océan de regrets. Pourquoi n'ai-je pas vu venir? Étais-je si aveugle, si dépendante, mais au milieu de ce tourbillon, une étincelle de colère naît, faible d'abord, puis grandissante, comme un feu qui couve sous les cendres. Ce n'est pas seulement une humiliation, c'est une déclaration de guerre, un acte délibéré pour me briser. Je respire profondément, inhalant l'air chargé d'humidité, sentant la fracture se creuser en moi, non pas une faille de faiblesse, mais une ligne de démarcation entre l'ancienne Élise, soumise, et celle qui émerge, prête à contre-attaquer. Le soleil perce timidement les nuages, illuminant les eaux troubles de la Seine, et pour la première fois, je sens une lueur d'espoir au milieu du chaos. Paris, la ville des lumières et des ombres, devient le témoin de ma métamorphose naissante.
Les bateaux-mouches glissent sur le fleuve, emportant des touristes joyeux, et je me jure intérieurement que je ne serai plus la victime de cette farce cruelle. Les minutes s'étirent, et je reste là, immobile, laissant le vent sécher mes larmes. Des passants me frôlent sans un regard, absorbés par leur vie pressée. Un accordéoniste joue une mélodie mélancolique au loin, la vie en rose, ironique bande-son de mon désarroi. Mais cette musique, au lieu de m'enfoncer, ravive des souvenirs d'une Élise plus jeune, indépendante, avant que l'amour ne devienne une chaîne. Je serre mon sac contre moi, sentant le poids des fragments de contrat dedans. Non, je les ai laissés là-bas, symbole de ma libération forcée. La colère grandit, alimentée par les images qui défilent, Antoine triomphant, Claire moqueuse, les associés silencieux. C'est le début de la fin, ou plutôt, le commencement d'une revanche. Je me lève enfin, les jambes plus assurées, et marche le long du quai, vers un avenir incertain mais mien. La fracture est profonde, mais elle me rend plus forte, comme un arbre qui pousse ses racines dans la roche. Les jours suivant l'humiliation publique s'écoulent comme dans un brouillard épais, un voile gris qui enveloppe Paris et mon âme. Je rentre à l'appartement du Marais après avoir erré des heures le long de la Seine, les jambes lourdes, le cœur en miettes. Les clés tremblent dans ma main lorsque j'ouvre la lourde porte cochère, et le silence de l'escalier en colimaçon me paraît plus oppressant que jamais. Antoine n'est pas là, bien sûr qu'il n'est pas là. Il célèbre sans doute sa victoire avec Claire dans quelque restaurant chic du 8e arrondissement, riant de ma déconfiture devant une bouteille de Château Margaux. Je pose mon sac sur la console Louis XVI du vestibule, et le bruit sourd qu'il fait résonne comme un glas. Seul, enfin seul, je m'effondre sur le canapé, les mains sur le visage, et les larmes coulent enfin, abondantes, brûlantes, libératrices. L'humiliation hante mes pensées jour et nuit. Je revis la scène en boucle, le déchirement du contrat, le rire de Claire, les regards des 7 associés qui me transpercent comme des flèches. Je revois leur visage, le banquier genevois qui détourne les yeux par pitié, le jeune londonien qui retient un sourire narquois, les autres qui restent figés dans un silence glacial. Je me sens salie, réduite à une note de bas de page dans l'histoire triomphale d'Antoine. Comment ai-je pu en arriver là? Moi qui ai toujours été fière, compétente, admirée par les clients pour mon esprit analytique et ma finesse. Comment ai-je laissé un homme me transformer en ombre de moi-même, dans le grand appartement vide? Je revisite nos souvenirs comme on retourne sur une scène de crime. Je passe devant les photos encadrées sur la cheminée, notre mariage à la mairie du 4e, sous un soleil radieux, Antoine en costume sombre me regardant avec ce qui semblait être de l'adoration, notre voyage de noces à Santorin, riant sur un bateau au coucher du soleil, les premières années où nous construisions l'entreprise ensemble, tard le soir, côte à côte devant l'ordinateur, partageant des rêves fous. Mais maintenant, chaque image me semble truquée. Les promesses d'égalité, de partenariat vrai, sonnent creux. Je me souviens soudain d'un détail que j'avais enfoui, lors de la création de la société, Antoine avait insisté pour que je signe des procurations larges, pour simplifier les choses. J'avais signé sans hésiter, confiante, amoureuse. Et l'argent? L'argent de mes parents, issu de la vente de leur maison familiale en Bretagne, cette belle demeure en pierre avec vue sur la mer que j'adorais enfant. 2,5 millions d'euros que j'avais apporté comme apport initial, persuadé que c'était notre projet commun. Antoine l'avait minimisé, c'est un détail administratif, Élise. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Il avait tout structuré pour que l'entreprise porte son nom, son visage, sa gloire. Je commence à fouiller, discrètement d'abord, puis avec une détermination froide. Dans le bureau qu'il m'interdisait presque d'utiliser, je retrouve des dossiers cachés au fond d'un tiroir fermé à clé, une clé qu'il gardait toujours sur lui, mais qu'il a oubliée dans la précipitation de ses escapades. Des relevés bancaires, des contrats de prêt, des échanges de mets imprimés. Et là, la vérité éclate comme une bombe, des transferts massifs depuis les comptes de la société vers des comptes offshore, des factures pour des hôtels de luxe à Cannes et à Courchevel où je n'ai jamais mis les pieds, des cadeaux somptueux à une certaine C. Et les emails, mon Dieu, les emails entre Antoine et Claire. Des mots crus, amoureux, moqueurs. Élise est un frein, elle ne comprend rien aux vraies affaires, écrit-il. Bientôt, on sera débarrassé d'elle et on pourra enfin vivre. Mon estomac se noue, une nausée violente me plie en deux. Je cours aux toilettes, vomis la bile amère de la trahison. Claire gère les comptes, oui,
mais comme une complice active, détournant des fonds, optimisant non pas pour l'entreprise, mais pour leur futur commun. Je ne dors plus. Les nuits blanches se multiplient dans la chambre aux rideaux lourds qui étouffent la lumière des réverbères. Je fixe le plafond mouluré, les larmes coulant sur les tempes, écoutant le bruit lointain des klaxons sur le boulevard Beaumarchais. Je pleure, je rage, puis j'analyse. Pourquoi ai-je toléré ces critiques constantes, ces absences, son contrôle croissant? Par amour? Par peur de la solitude? Par habitude? Je me souviens des dîners où il me reprenait devant nos amis. Élise est trop sensible pour les chiffres durs, disait-il en riant, et moi je riais jaune, pour ne pas faire de vagues. Je me souviens des fois où il annulait mes rendez-vous professionnels pour m'envoyer faire des courses inutiles. Tout était calculé pour me diminuer, me rendre dépendante. Un après-midi, incapable de rester enfermée plus longtemps, je prends le métro jusqu'au cabinet de Sophie, mon amie avocate spécialisée en droit des affaires et familiales. Je l'appelle depuis un café anonyme de la rue des Francs-Bourgeois, la voix tremblante. Elle accepte de me recevoir immédiatement. Son bureau donne sur la place des Vosges, avec ses arcades élégantes et ses jardins où les enfants jouent malgré le froid. Sophie m'écoute, les yeux écarquillés, tandis que je déballe tout, l'humiliation, les découvertes, les documents que j'ai photographiés avec mon téléphone. C'est du contrôle émotionnel pur et dur, Élise, dit-elle doucement en posant sa main sur la mienne. Du gaslighting, de la manipulation financière, peut-être même de l'abus économique. Tu as des droits. L'entreprise a été fondée en grande partie avec ton héritage, et si les fonds n'ont pas été déclarés comme un don clair et irrévocable, tu peux revendiquer une part importante, voire la majorité. Ces mots allument une lumière au bout du tunnel sombre. Pour la première fois depuis des jours, je respire un peu plus librement. Je commence un journal, un cahier noir acheté dans une papeterie du quartier. Page après page, j'y note chaque manipulation, chaque mensonge, chaque humiliation. Les dates, les heures, les mots exacts. C'est thérapeutique, comme exorciser un démon. Je marche beaucoup pour réfléchir. Un jour, je me retrouve au jardin des Tuileries, sous un ciel d'hiver bas et lourd. Les allées sont presque désertes, les statues antiques me regardent de leurs yeux de marbre impassible. Je m'assois sur un banc près du bassin octogonal, observant les canards qui glissent sur l'eau gelée en surface. Ces statues, immobiles depuis des siècles, ont vu passer des empires, des révolutions, des drames personnels. Elles sont toujours là, intactes. Une révélation me frappe, je ne suis pas faible. J'ai été conditionnée, érodée jour après jour, mais au fond de moi, la femme forte que j'étais à l'université est toujours là. Celle qui présentait des thèses brillantes, qui voyageait seule en Asie, qui n'avait peur de rien. La conscientisation grandit comme une marée montante. Je ne suis plus victime, je suis une survivante qui s'éveille. Je consulte discrètement un thérapeute recommandé par Sophie, un homme discret dans le 7e arrondissement. Lors des séances, je vide mon sac, et il m'aide à nommer les choses, le cycle de l'abus, la dépendance affective, la reconstruction de l'estime de soi. Je lis des livres sur le sujet, cachés dans mon sac. Pourquoi est-il si méchant? Les manipulateurs sont parmi nous. Chaque page est une révélation. Je reprends contact avec de vieux amis que j'avais délaissés sur insistance d'Antoine. Un dîner avec 2 anciennes camarades de fac, dans une brasserie animée du quartier latin, me redonne le goût de rire sincèrement. Antoine, sentant peut-être le vent tourner, tente quelques appels. Où es-tu, chérie? Rentrons, on va arranger ça. Sa voix est mielleuse, mais je coupe court. Je ne réponds plus. Je décide de ne plus être victime. Une promenade solitaire au jardin du Luxembourg, observant les enfants pousser leurs voiliers miniatures sur le grand bassin, me confirme dans cette voie. Le vent froid fouette mes joues, mais je me sens vivante. La tension dramatique monte en moi comme une symphonie qui atteint son crescendo, je sens le changement venir, inexorable, puissant. Je ne suis plus la femme qui pleurait sur un banc au bord de la Seine. Je suis Élise, en train de renaître de ses cendres, prête à reprendre ce qui lui appartient. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire véritable effleure mes lèvres. Le point de rupture survient exactement 3 jours après l'humiliation, un soir où Paris est enveloppé d'une pluie fine et persistante qui transforme les pavés du Marais en miroirs noirs luisants.
Je n'ai presque pas dormi depuis la scène de la réunion, errant dans l'appartement comme un fantôme, évitant les miroirs pour ne pas affronter mon propre regard. Antoine rentre tard, comme toujours, vers 23h30. Je l'entends refermer la porte d'entrée avec ce claquement discret qu'il croit élégant, puis ses pas dans le vestibule, le froissement de son manteau Barbour qu'il accroche au porte-manteau ancien. Il empeste le parfum de Claire, ce mélange floral et musqué que j'ai appris à reconnaître sur ses chemises, et l'alcool, un whisky tourbé qu'il affectionne lors de ses dîners d'affaires. Il entre dans le salon où je suis assise, immobile sur le fauteuil bergère près de la fenêtre, une tasse de thé froid entre les mains. La lumière tamisée de la lampe sur pied dessine des ombres longues sur les murs crème. Il s'approche, pose une main sur mon épaule avec cette fausse tendresse qu'il maîtrise si bien. « Tout va bien, chérie ? Tu as l'air fatiguée. Viens te coucher, on oubliera tout ça demain. » Sa voix est mielleuse, paternaliste, comme si j'étais une enfant capricieuse. Je lève les yeux vers lui, lentement, et pour la première fois depuis des années, je le regarde vraiment, ses traits tirés par l'arrogance, ses yeux verts qui fuient déjà, son sourire forcé qui ne atteint pas le regard. Non, Antoine. Tout ne va pas bien. Ma voix est calme, posée, presque étrangère à mes propres oreilles. Il fronce les sourcils, retire sa main comme s'il s'était brûlé. Qu'est-ce qui te prend encore ? Tu vas faire ta crise maintenant ? Je me lève, pose la tasse sur la table basse en marbre, et marche vers le bureau où j'ai préparé une chemise cartonnée contenant toutes les preuves que j'ai rassemblées ces derniers jours. Je la lui tends. Ouvre. Il rit nerveusement, un rire qui sonne faux dans le silence de l'appartement. Élise, arrête tes enfantillages. Mais il ouvre quand même, curieux malgré lui. Les pages défilent sous ses doigts, les relevés bancaires montrant que l'entreprise a été fondée presque exclusivement avec mon héritage 2,5 millions d'euros issus de la vente de la maison de mes parents en Bretagne, jamais déclaré comme don mais comme apport personnel au capital social, les emails échangés avec Claire où il parle de moi comme d'un « boulet » à se débarrasser, les factures d'hôtel de luxe payées avec les fonds de la société, les transferts illégaux vers des comptes personnels. Son visage blêmit progressivement, la couleur quittant ses joues comme si on vidait un verre de vin rouge. « Où as-tu eu ça ?» murmure-t-il enfin, la voix rauque. « Peu importe. La vérité, Antoine, c'est que cette entreprise de 3 millions d'euros que tu parades comme ta création est bâtie sur mon argent. Sur mon héritage. Et tu viens de me licencier publiquement pour optimiser tes impôts avec ta maîtresse. » Il explose alors, retrouvant sa voix tonitruante. « Tu divagues complètement. C'était un don, Élise. Tu n'as jamais rien compris aux affaires. Tu ne survivras pas une semaine sans moi, sans mon nom, sans mon réseau. » Ces mots me transpercent comme des lames, réveillant l'ancienne douleur, celle de la femme qui se sentait petite face à lui. Mais cette fois, quelque chose a changé. Je reste droite, les bras croisés, le regard fixe. C'est fini, Antoine. Je pars. Demain matin, mon avocate dépose une plainte pour abus de biens sociaux, détournement de fonds et fraude. L'entreprise m'appartient légalement en grande partie, car mon apport n'a jamais été requalifié comme don. Tu le sais. Tu as tout structuré pour que ça reste ambigu, mais Sophie a vérifié, les statuts, les actes notariés, tout pointe vers une copropriété. Il vacille, s'appuie contre le mur, le visage déformé par la rage et la peur. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas tout détruire. Notre vie, notre réputation. Je secoue la tête, étonné moi-même par mon calme. C'est toi qui as tout détruit le jour où tu as déchiré mon contrat devant cet homme. Tu as voulu m'humilier, me réduire à rien. Eh bien, tu as réussi une chose, tu m'as réveillé. Je passe devant lui pour aller dans la chambre, commence à emballer une valise patou, juste l'essentiel, vêtements, bijoux de famille, documents personnels. Les larmes coulent enfin, silencieuses, un mélange de tristesse pour la fin d'un amour qui n'en était pas un, et de libération profonde, viscérale. Chaque objet que je range est un adieu, la robe de notre premier gala, le livre dédicacé qu'il m'avait offert lors de nos fiançailles, les photos que je laisse sur la commode comme des reliques d'une vie morte. Antoine me suit, tente de m'attraper le bras. Élise, attends, on peut discuter. Je vais virer Claire, je vais tout arranger. C'était une erreur, le stress. Sa voix se brise,
Il passe aux supplications. Je me dégage doucement mais fermement. Non. Plus de mensonges. Plus de manipulation. Tu m'as volé, Antoine. Tu m'as volé pendant des années. Je ferme la valise, la traîne jusqu'au salon. Dehors, Paris bruit doucement sous la pluie, le ronflement des taxis, le clapotis des gouttes sur les toits de zinc, les lumières floues des réverbères qui dansent sur les vitres. Point soudain, son téléphone sonne dans sa poche. Il décroche machinalement, et la voix de Claire explose dans le combiné, hystérique, en larmes. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Elle sait tout? Elle a vu les comptes? Mon Dieu, elle va nous détruire. Je l'entends distinctement, et pour la première fois, je souris un sourire froid, victorieux. Antoine raccroche brutalement, le visage défait. Élise? Commence-t-il, mais je l'interromps. Au revoir, Antoine. Je prends mon manteau, mon sac, la valise, et ouvre la porte. L'air frais de la nuit me frappe comme une renaissance. Je descends l'escalier lentement, chaque marche un pas vers la liberté. Dans la rue, la pluie fine mouille mes cheveux, mais je m'en fiche. Je marche jusqu'à la station de taxi de la place des Vosges, illuminée comme un décor de théâtre. Un chauffeur m'ouvre la portière, je donne l'adresse d'un hôtel discret du 6e arrondissement que Sophie m'a recommandé. Assise à l'arrière, regardant les lumières défiler Notre-Dame illuminée, les ponts sur la Seine scintillant comme des colliers de diamants, je sens mon cœur battre à un rythme nouveau. Fort, déterminé. Paris dehors bruit, vibre, vit. Et moi aussi. Pour la première fois depuis des années, je respire vraiment. Dans la chambre d'hôtel au ton crème et or, je pose ma valise et m'assois sur le lit. Les larmes reviennent, mais elles sont différentes. Larmes de deuil pour l'amour perdu, mais aussi larmes de joie pour la femme que je retrouve. Je téléphone à Sophie, lui confirme que c'est fait. Elle me félicite calmement. Tu viens de reprendre ta vie, Élise. Demain, on attaque. Je raccroche, ouvre la fenêtre. En bas, la rue Saint-Sulpice est calme, quelques passants sous des parapluies noirs. Je murmure à la nuit, c'est mon tour maintenant. Le téléphone vibre, un message d'Antoine, déjà. Reviens, on peut tout effacer. Je l'efface sans répondre. La rupture est totale, plus de manipulation, plus de trahison, plus de cache dorée. Une nouvelle Élise émerge, forte, déterminée, forgée dans le feu de l'humiliation. Je ferme les rideaux, m'allonge sur le lit moelleux. Pour la première fois depuis longtemps, je dors profondément, sans cauchemar. Demain est à moi. Antoine réagit avec une fureur mêlée de désespoir qui me surprend par sa violence, comme si la perte de contrôle le révélait enfin tel qu'il est, un homme fragile sous la carapace d'arrogance. Le lendemain matin de mon départ, alors que je prends mon petit déjeuner dans la petite salle à manger de l'hôtel du 6e arrondissement, un croissant encore tiède et un café au lait servi dans une tasse en porcelaine fine, mon téléphone vibre sans relâche sur la nappe blanche. Des appels, des messages, une avalanche. Élise, reviens immédiatement. On peut tout effacer, c'était une erreur. Puis, quand je ne réponds pas, tu es en train de détruire tout ce que nous avons bâti. Tu le regretteras. Le ton alterne entre supplications larmoyantes et menaces voilées. L'entreprise est à moi, tu n'as aucune preuve. Mes avocats vont t'écraser. Je bloque son numéro principal, mais il en utilise d'autres, des lignes professionnelles, des numéros masqués. Je finis par éteindre l'appareil, le cœur battant, mais étrangement calme. Pour la première fois, ces mots ne m'atteignent plus comme avant, ils glissent sur moi comme la pluie sur les vitres de l'hôtel. Ils ne s'arrêtent pas là. En début d'après-midi, alors que je marche le long de la rue de Seine, flânant devant les galeries d'art aux vitrines illuminées où des toiles abstraites explosent de couleurs vives, je reçois un appel de Marie, une ancienne collègue de l'entreprise. Élise, Antoine raconte partout que tu traverses une crise nerveuse, que tu es instable depuis des mois. Il dit que tu as inventé toute cette histoire de licenciement abusif pour le faire chanter. Je m'arrête net devant une peinture de Soulages, les lignes noires épaisses me rappelant les barreaux d'une prison que je viens de quitter. Il contacte nos amis communs, les associés, même ma propre cousine à Rennes. Il pleure au téléphone, se pose en victime, elle a perdu la tête, elle veut me ruiner par jalousie. Le piège classique du manipulateur, inverser les rôles, faire douter les autres, isoler la proie. Mais cette fois,
Je ne suis plus seule. Sophie, mon avocate, m'a déjà mise en relation avec plusieurs associés qui, choqués par la scène de la réunion, commencent à prendre leur distance. Et puis il y a Claire. 2 jours après mon départ, elle disparaît de l'équation comme un château de cartes qui s'effondre. Je l'apprends par un message de Marie. Claire, paniquée à l'idée que les détournements soient révélés au grand jour, a rompu avec Antoine dans une scène hystérique au bureau. Elle a vidé son tiroir, emportant des dossiers compromettants pour se protéger, et a envoyé un email collectif annonçant sa démission immédiate. « Je ne veux pas être associée à ce scandale », aurait-elle crié avant de claquer la porte. Antoine, seul face au vide qu'elle laisse, s'effondre. Il m'appelle d'un numéro inconnu, la voix brisée. « Claire m'a quitté. Elle dit que tout est de ta faute. Reviens, Élise, j'ai besoin de toi. » Je n'écoute même pas jusqu'au bout, je raccroche. Cette nouvelle me procure une satisfaction froide, presque cruelle. Ceux qui m'ont humilié commencent à payer le prix de leur complicité. Et elle tente alors la grande réconciliation théâtrale. Un soir, alors que je dîne seule dans un petit bistrot de Saint-Germain-des-Prés, un plat de blanquettes de veau fondante et un verre de Sancerre blanc, la porte s'ouvre avec fracas. Antoine entre, trempé par la pluie battante, un énorme bouquet de roses rouges à la main, celle que j'aimais autrefois. Les clients se tournent, curieux. Il s'avance, les yeux rougis, théâtral comme toujours. « Élise, pardonne-moi. J'ai été un idiot. J'étais stressée, aveuglée. On peut aller en thérapie de couple, recommencer à zéro. Je virerai Claire des comptes, je te rendrai ta place, tout. » Sa voix porte dans le petit restaurant, attirant les regards compatissants des autres tables. Il s'agenouille presque, les roses tendues comme une offrande. Pendant un instant, l'ancienne Élise vacille, celle qui aurait tout pardonné pour un geste, pour un semblant d'amour. Mais je vois clair maintenant, c'est du gaslighting pur, une ultime tentative de reprendre le contrôle en jouant la carte de la vulnérabilité. J'y pose ma fourchette, le regarde droit dans les yeux. « Lève-toi, Antoine. Tu ne m'auras plus jamais. » Ma voix est basse mais ferme, tranchante. Les clients détournent les yeux, gênés. Il se relève, le visage déformé par la rage contenue. « Tu vas le regretter. Tu n'es rien sans moi. » Il jette les roses sur la table, les pétales éclaboussent mon assiette et sort en claquant la porte. Je reste là, le cœur battant à tout rompre, mais fier. La serveuse s'approche discrètement. « Tout va bien, madame ?» Je hoche la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Oui. Mieux que jamais. » Les procédures judiciaires commencent. Sophie dépose la plainte, abus de confiance, détournement de fonds, licenciement abusif. Au tribunal de commerce, lors de la première audience, Antoine est défendu par un avocat réputé, un homme grisonnant au costume impeccable. Il argue que mon héritage était un don conjugal irrévocable, que j'ai toujours été une employée salariée et non une associée. Mais les preuves sont accablantes, les actes notariés montrent que l'apport initial n'a jamais été requalifié, les statuts de la société mentionnent mon nom comme cofondatrice. L'avocat d'Antoine bafouille, Antoine lui-même perd pied. Assis sur le banc des prévenus, il hurle soudain, « Elle me ruine. Elle détruit tout ce que j'ai bâti. » Le juge frappe du maillet, les greffiers échangent des regards. Sa façade craque en direct, devant les associés présents qui fuient un à un la salle, refusant de témoigner en sa faveur. Les journaux locaux en parlent déjà, scandale dans une entreprise parisienne, le fondateur accusé par son ex-épouse. Intérieurement, chaque tentative d'Antoine me rend plus forte, comme si ces attaques étaient des coups de marteau qui forgent l'acier. Je me fortifie jour après jour. Je reprends goût à la vie, des promenades solitaires à Montmartre, où les artistes peignent sous le ciel gris, où la basilique du Sacré-Cœur domine la ville comme un phare d'espoir. Je m'assois sur les marches, observant les touristes, les couples enlacés, et je respire l'air chargé d'odeurs de crêpes et de peintures fraîches. Je me sens vivante, libre. Je recommence à lire des romans de Simone de Beauvoir, des essais sur l'indépendance féminine, à faire du yoga dans un petit studio de la rue des Saints-Pères. Mes amies reviennent, celles qui l'avaient éloignées. Un dîner chez Sophie, avec du vin bio et des rires sincères, me rappelle que l'amitié véritable existe. Antoine essaie une dernière fois, pathétique. Un email long, envoyé à 2 heures du matin, « Élise, je t'aime encore.
Sans toi, je ne suis rien. Pardonne-moi, je suis prêt à tout changer. Des promesses de thérapie, de transparence, de retour en arrière. Je lis chaque mot, sentant la manipulation suinter entre les lignes. Je réponds froidement, pour la première et dernière fois, adieu, Antoine. Ne me contacte plus jamais. Puis je bloque cette adresse aussi. La tension dramatique qui m'habitait depuis des années se résout enfin en un empowerment profond, une force tranquille qui irradie de l'intérieur. Je ne ressens plus de larmes pour lui, seulement une détermination farouche. Je ne suis plus la femme qu'il a essayé de briser. Je suis Élise, entière, debout, prête à reconstruire sur des fondations solides. Paris, avec ses lumières qui dansent sur la Seine la nuit, devient le témoin de ma victoire silencieuse. Et pour la première fois, je marche dans ces rues la tête haute, sans peur, sans chaîne. Avec l'entreprise enfin sous mon contrôle exclusif après le jugement définitif du tribunal de commerce, je me lance dans une restructuration complète, méthodique et impitoyable. Les 3 millions d'euros de valorisation ne sont plus un trophée brandi par Antoine, mais les fondations d'un empire que je rebâtis à mon image, honnête, éthique, humain. Les premiers jours sont intenses. Je convoque l'ensemble des employés dans la grande salle de conférence. Quelques mois plus tôt, mon contrat avait été déchiré sous leurs yeux. La pièce est la même, la table ovale en chêne, les baies vitrées donnant sur les tuileries désormais vertes du printemps, mais l'atmosphère a changé. Je me tiens debout au bout de la table, vêtu d'un tailleur pantalon marine impeccable, les cheveux relevés en un chignon strict. Nous tournons la page, annonçai-je d'une voix claire. L'entreprise portera désormais des valeurs de transparence et de respect. Ceux qui souhaitent partir le peuvent avec une indemnité généreuse. Ceux qui restent s'engagent à construire quelque chose de solide. Plusieurs cadres, fidèles à Antoine, choisissent de partir. Je les regarde s'en aller sans regret. Je recrute de nouveaux talents, des femmes brillantes que j'avais repérées lors de conférences, des jeunes diplômés d'HC et de l'ESSEC avides de sens, un directeur financier intègre recommandé par Sophie. L'entreprise renaît. Je renomme discrètement certains départements, instaure des audits indépendants, met en place une charte éthique affichée dans tous les couloirs. Les contrats se multiplient à nouveau, mais cette fois avec des partenaires qui apprécient ma franchise. Lors d'une négociation à Londres, un investisseur me serre la main avec admiration. « Madame Moreau, vous avez transformé cette société en quelque chose de rare, une entreprise qui inspire confiance. » Les chiffres grimpent, 4 millions, puis 5. Paris des affaires commence à parler de moi comme de « la phénix du Marais ». Divorcé officiellement après une procédure rapide, Antoine n'a plus les moyens de se battre. Je quitte l'hôtel pour un loft lumineux à Saint-Germain-des-Prés, rue de l'Odéon. Un immense espace aux poutres apparentes, au parquet ancien ciré, avec de grandes fenêtres qui donnent sur les toits de zinc et, au loin, la tour Eiffel qui scintille chaque soir. Je le meuble avec soin, un canapé en lin beige, une bibliothèque remplie de livres que j'avais abandonnés pendant des années, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, des tableaux abstraits achetés dans les galeries du quartier. L'appartement sent la liberté, l'odeur du bois, du café fraîchement moulu, des bougies à la figue que j'allume le soir en écoutant du jazz. Plus de traces d'Antoine. J'ai tout donné à des associations, ses costumes sur mesure, ses montres de luxe, même le lit où nous dormions. Un rituel de purification. Professionnellement, je brille comme jamais. Je suis invitée à des conférences sur l'entrepreneuriat féminin au Palais Brongniart, au Women Forum à Deauville. Sur scène, devant des centaines de femmes, je raconte mon histoire sans pathos excessif, l'humiliation, la reconstruction, la victoire. On peut tout perdre en un instant, dis-je, mais on peut aussi tout reprendre. Les applaudissements sont nourris, les messages affluent ensuite. Je deviens mentor pour des femmes victimes d'abus économiques, les recevant dans mon bureau ou lors de cafés dans le quartier. Je crée une fondation interne à l'entreprise pour financer des formations pour des femmes en reconversion. Voir leur visage s'illuminer quand elles décrochent un poste est ma plus grande récompense. Personnellement, je redécouvre la vie avec une avidité presque enfantine. Je m'inscris à des cours de peinture à l'atelier des Beaux-Arts de Montparnasse. Les jeudis soirs, je pose mon chevalet parmi d'autres amateurs, les mains tachées d'acrylique, et je peins des toits de Paris, des bouquets de pivoine, des nus féminins puissants. L'odeur de térébenthine, le bruit des pinceaux sur la toile, les rires avec les autres élèves, tout me remplit d'une joie simple et profonde.
Je voyage enfin seul, une semaine en Provence, dans un mas perdu parmi les lavandes près de Gordes. Je marche des heures dans les sentiers, l'air embaumé, le chant des cigales, un carnet à la main où je note mes pensées. À Sienne, en Toscane, je passe des après-midi à contempler les fresques de la cathédrale, me sentant minuscule et immense à la fois. Les souvenirs d'humiliation s'estompent peu à peu, comme une vieille cicatrice qui pâlit. Je ne ressens plus de colère quand je pense à la scène de la Réunion, seulement une gratitude étrange, cette violence m'a forcé à renaître. Un soir, au Louvre, lors d'une nocturne, je me retrouve seul devant la Victoire de Samothrace. La statue de marbre, sans tête ni bras, domine l'escalier d'Aru avec une puissance tranquille. Le drapé semble encore humide du vent marin, les ailes déployées prêtes à l'envol. Je reste là longtemps, les larmes aux yeux. Comme elle, j'ai été brisée, amputée de ma confiance, de ma liberté. Et comme elle, je m'élève, plus forte, sans besoin d'être entière selon les critères des autres. Une gardienne passe près de moi et sourit, elle est magnifique, n'est-ce pas? Je hoche la tête, incapable de parler. Antoine, lui, sombre lentement dans l'oubli. Les rumeurs circulent dans les cercles d'affaires. Endetté, il a vendu son appartement, vit dans un 2 pièces à Vincennes, tente de remonter une petite structure qui ne décolle pas. Les anciens associés l'évitent. Claire a disparu, on dit qu'elle est partie en province, effaçant toute trace de cette période. Je ne ressens ni joie cruelle ni pitié, seulement une indifférence paisible. Il appartient à une vie antérieure. J'y rencontre de nouveaux amis, un cercle de femmes entrepreneurs avec qui je dîne chaque mois dans des restaurants du 11e, des voisins artistes qui m'invitent à des vernissages. Et puis, un amour naît, doucement, sans précipitation. Marc, un architecte rencontré lors d'un salon professionnel, un homme calme aux yeux gris et au rire facile. Nous commençons par des cafés prolongés, des promenades le long de la Seine au coucher du soleil, des dîners où nous parlons de tout sauf du passé. Il respecte mon espace, admire ma force sans la mettre sur un piédestal. Un soir, sur le toit de mon loft, sous un ciel étoilé rare à Paris, il me prend la main. Je ne recule pas. La redéfinition est complète. D'épouse manipulée, diminuée, je suis devenue une femme indépendante, puissante à ma manière, sereine. Paris, autrefois décor d'une prison dorée, est maintenant mon royaume, les marchés du dimanche où j'achète des fleurs, les cinémas d'art et essais du quartier latin, les concerts improvisés dans les bars de Belleville. Je marche le long de la Seine au crépuscule, le vent dans les cheveux, le cœur léger. Les lumières des ponts se reflètent dans l'eau comme des milliers de promesses tenues. Je n'ai plus besoin de personne pour me sentir entière. La narrative de ma vie, autrefois écrite par un autre, est désormais tracée de ma propre main. Et elle est belle. Des mois plus tard, au cœur d'un printemps parisien particulièrement doux, je me surprends souvent à regarder en arrière avec une sérénité que je n'aurais jamais cru possible. Le temps a fait son œuvre, les blessures se sont refermées, laissant place à une cicatrice discrète, presque invisible, qui me rappelle seulement que j'ai survécu, que j'ai triomphé. L'humiliation publique, cette scène qui me hantait comme un cauchemar récurrent, n'est plus qu'un catalyseur, le déclencheur brutal d'une renaissance que je célèbre désormais chaque jour. Je marche dans les rues du Marais, là où tout a commencé, et au lieu de sentir un pincement au cœur en passant devant l'ancien immeuble de l'entreprise, je ressens une fierté tranquille. Cet endroit n'est plus une prison, c'est un chapitre clos d'un livre que j'ai moi-même refermé. J'ai fondé une association, Phoenix Équilibre, dédiée aux femmes victimes de manipulation émotionnelle et d'abus économiques dans le couple. Les locaux se trouvent dans un bel appartement haussmannien du 7e arrondissement, prêté par une mécène touchée par mon histoire. Chaque semaine, nous organisons des ateliers, des avocates bénévoles expliquent les recours légaux, des psychologues aident à reconstruire l'estime de soi, des coachs professionnels accompagnent la reconversion. Lors de la première réunion plénière, une trentaine de femmes étaient assises en cercle sur des chaises dépareillées, les yeux rougis mais pleins d'espoir. Je leur ai raconté mon parcours sans phare, la scène de la réunion, les nuits blanches, la décision de partir. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas faible, leur ai-je dit. Vous êtes simplement endormi par des années de conditionnement. Mais vous pouvez vous réveiller. À la fin, plusieurs sont venus me serrer dans leurs bras, les larmes aux yeux. L'une d'elles, une cadre supérieure de 45 ans, m'a glissé, vous m'avez sauvé la vie.
Ces mots valent plus que n'importe quel contrat à 7 chiffres. Un soir de juin, lors d'un gala de charité organisé au profit de l'association dans les salons de l'Hôtel de Ville, Paris se pare de ses plus beaux atours. Les lustres en cristal scintillent, les robes de soirée bruissent sur les parquets anciens, et l'orchestre joue doucement du jazz en fond. Je porte une robe longue en soie émeraude qui met en valeur ma silhouette retrouvée. J'ai repris le sport, du pilate et de la course le long de la Seine au lever du jour. Marc est à mes côtés, élégant dans son smoking, sa main posée discrètement au creux de mes reins. Un ancien associé d'Antoine, celui-là même qui avait détourné les yeux lors de la fameuse réunion, s'approche timidement avec sa femme. Il me tend la main, un peu gauche. Élise. Madame Moreau. Vous avez été courageuse. Vraiment. Ce que vous avez accompli est remarquable. Sa voix tremble légèrement. Je souris, sereine, et serre sa main sans hésiter. Merci. Le courage, c'est de reconnaître ses erreurs aussi. Il hoche la tête, visiblement soulagé. Je ne ressens ni rancœur ni triomphalisme, seulement la paix de celle qui a tourné la page. Antoine, lui, a tenté un dernier contact, pathétique et désespéré. Un courrier recommandé, arrivé un matin pluvieux alors que je prenais mon café sur le balcon de mon loft, face aux toits humides de Saint-Germain. Une lettre manuscrite, chose rare de sa part. Il y parlait de regrets, de solitude, de nuits blanches où il revoyait notre vie d'avant. Il terminait en demandant un rendez-vous, juste pour parler, pour clore en paix. J'ai lu chaque ligne calmement, assise sur une chaise en rotin, le bruit de la ville en fond. Puis j'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe que j'ai marquée « Retour à l'expéditeur » et déposée à la poste. Pas de réponse, pas d'explication. Le silence est parfois la plus belle des clôtures. Depuis, plus rien. Il paraît qu'il a quitté Paris, retourné en province chez un cousin éloigné. Sa trace s'efface comme un mauvais rêve au réveil. Ma vie, elle, est pleine à déborder. L'entreprise tourne à merveille, nous venons de signer un partenariat majeur avec une banque éthique scandinave, et les médias parlent de nous comme d'un modèle de gouvernance féminine. Marc et moi avons emménagé ensemble dans un appartement plus grand, rue Jacob, avec une vue sur une cour intérieure fleurie où un magnolia centenaire déploie ses branches. Nous cuisinons ensemble le dimanche, il fait un risotto au cèpe divin, nous partons en week-end improvisé à Honfleur ou à Fontainebleau, marchant main dans la main comme des adolescents. Il respecte mon indépendance, admire ma force sans jamais essayer de la domestiquer. L'amour, le vrai, n'est pas une cage, c'est un jardin où chacun pousse à son rythme. J'ai aussi renoué avec des plaisirs simples que j'avais oubliés. Les matinées au marché de la rue de Bussy, où je choisis des fromages affinés et des bouquets de pivoine rose. Les après-midi à lire dans un café du Luxembourg, observant les enfants pousser leurs voiliers sur le bassin. Les soirées avec mes amies de toujours, Sophie, redevenue une confidente précieuse, et d'autres que j'avais perdues de vue sous l'emprise d'Antoine. Nous rions fort, buvons du vin rouge corsé, parlons de tout sauf du passé. La France, avec ses régions que je redécouvre, reflète ma résilience, les falaises d'Étretat battues par les vents, les vignobles bordelais dorés par le soleil couchant, les ruelles de Lyon où je donne des conférences. Partout, je me sens chez moi. Un jour, lors d'une promenade solitaire sur l'île Saint-Louis, je m'arrête devant une plaque commémorative, ici vécut Marie Curie. Cette femme qui a tout surmonté, le deuil, le sexisme, l'exil pour devenir une légende. Je touche la plaque du bout des doigts, un sourire aux lèvres. Comme elle, j'ai transformé la douleur en force, la trahison en victoire. Je ne suis plus Élise Moreau, l'épouse humiliée d'Antoine. Je suis Élise, tout simplement. Libre, entière, forte. Et la fin de cette histoire n'en est pas vraiment une. C'est un nouveau début, empreint d'espoir et d'indépendance absolue. Paris, avec ses ponts illuminés et ses secrets murmurés au crépuscule, continue de battre au rythme de mon cœur. Et moi, je marche, je vis, je respire. Enfin libre.